Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Et voilà, nous sommes aujourd'hui le 22 avril 2025. Nous allons essayer de partager l'actualité. Est-ce que le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, protège-t-il Matata? On va essayer de développer cela. Et l'M23 au niveau des Doha, démasqué, tout en essayant de défendre les dossiers des Kabila. Comment est-ce possible? On s'interroge là-dessus. On va essayer de voir. Sans oublier aussi ce concert qui se passe aujourd'hui, le concert de solidarité Congo, qui se passe, que nous souhaitons bon vent parce que c'est un bon message que nous devons tous appuyer. Alors, sans tarder, on va passer à l'examen de notre sujet du jour qu'on va essayer de déclarer. Très chers internautes, ce que nous allons vous demander, c'est de nous suivre et de cliquer sur le j'aime pour mieux nous aider à continuer à interagir et que nos vidéos soient référencées par YouTube. Puisque là, on va essayer de faire une analyse à la fois juridique, mais aussi politique. Voilà. Sans tarder, s'agissant de l'analyse juridique que nous allons faire de cette question, on va commencer d'abord par cette problématique du président de la République. Et l'ancien président de la République démocratique du Congo, comme nous l'avons tous suivi, a été traduit en justice par notre ministre, ou soit a donné injonction à l'auditeur général militaire de poursuite contre l'ancien président de la République pour des faits d'accusation de complicité avec des rébellions, mais avec plusieurs autres faits que nous allons découvrir au fur et à mesure. Mais il y a tout de même une question qui se pose. Est-ce que l'ancien président de la République démocratique du Congo, au regard des droits congolais, des droits politiques congolais, peut-il être poursuivi au regard de la loi? C'est ce qu'on va essayer de répondre. D'emblée, ce que nous allons vous dire, c'est que, peuple congolais, nous avons tous voté en 2006 la constitution de la République démocratique du Congo. L'objectif sacro-saint de notre constitution, c'est de lutter contre l'impunité. Alors, comment est-ce possible une constitution qui a comme objectif principal de lutter contre l'impunité peut consacrer ou soit certaines lois peuvent être allées à l'encontre de cet objectif? Déjà, sur base de l'objectif de la constitution, il est inconcevable que nous pourrions parler des personnes qui soient non poursuivables devant les causes des tribunaux en République du Conseil incohérent. Mais quand même, il y a des problématiques qui ont été soulevées au regard de la loi, comme lorsque le président de la République, puisqu'avec l'objectif, on avait constaté que la plupart des crises sécuritaires en République du Congo est due du fait qu'entre autres, les anciens animateurs de nos institutions se sentent en insécurité quand ils ne sont plus au pouvoir. Une manière de pouvoir pérenniser cet esprit démocratique, c'est de sécuriser ces chefs de corps et les chefs de l'État quand ils ne sont plus au pouvoir. C'est pourquoi il y a une loi qui a été votée au niveau du Parlement. Cette loi-là a essayé de protéger le président de la République après qu'il ne soit plus au pouvoir et les chefs de corps y compris. Mais les gens se disent, certains se disent qu'il y a des langues qui se disent que non, le président de la République, au regard de la loi, ne peut pas être poursuivi. Mais moi, je vais vous dire tout de suite que l'ancien président de la République est poursuivable devant les cours des tribunaux en République du Congo. Je vais me fonder, vous allez voir, les gens disent que non, pénalement, la loi portant protection, organisation des anciens chefs de l'État interdit des poursuites contre les anciens chefs de l'État. Mais les gens oublient, non. Cette interdiction des poursuites, soit la jouissance des immunités contre les poursuites pénales pour les actes posés dans l'exercice de leurs fonctions, ce sont là des faits infractionnels qui portent l'immunité. Mais les faits que l'ancien président de la République aurait commis quand il n'est plus président de la République sont poursuivables. Mais seulement la procédure est tellement encadrée, c'est que c'est à peu près la même procédure que lorsqu'on veut poursuivre un député. C'est-à-dire qu'il faut que les deux chambres du Parlement se réunissent et qu'il y ait un tiers de membres pour pouvoir adopter cette poursuite. Donc,
on ne peut pas dire que l'ancien président de la République ne peut pas être soutenu. Je ne sais pas sur base de quelle disposition des lois ces gens-là se basent pour dire que l'ancien président de la République ne peut pas être poursuivi au regard de notre droit. Non. Je vais vous donner un titre. Si vous prenez ces fameux-là, la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordants aux anciens chefs de l'État et les corps constitués. Vous prenez dans cette disposition, dans son article 7. Cet article dit ceci, je cite: tout ancien président de la République élu jouit de l'immunité des poursuites pénales pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Cela signifie que tous les actes qui pourraient constituer des infractions lorsqu'il était encore président de la République bénéficient des immunités. On ne peut pas les poursuivre pour cela. Là, c'est déjà un fait qu'on dit que déjà ça, cette disposition est en contradiction avec la Constitution, on va le démontrer. Mais qu'à cela ne tienne, si les infractions commises pendant l'exercice de ses fonctions bénéficient des immunités, mais lorsqu'il n'est plus président de la République, il ne bénéficie plus des immunités, mais plutôt d'une procédure un peu spécifique par rapport à l'homme ordinaire. C'est le fameux article 8 de cette même loi des anciens chefs de l'État qui dispose ceci: pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité des 2/3 des membres des 2 chambres du Parlement réunis en Congrès, suivant la procédure prévue par son règlement intérieur. Et donc, c'est ici n'interdit même pas la poursuite pour tous les actes qui pourraient commettre, des actes fonctionnels qui pourraient commettre en dehors de ses fonctions. Comme il est le cas, par exemple, on accuse le président de la République d'être en complicité, l'ancien président de la République est en complicité avec le mouvement rebelle, tout ça. Donc, il est poursuivable. Donc, certaines personnes qui se disent sur les réseaux sociaux que non, ça, ce sont des aventures, il ne peut pas être poursuivi, mais vous dites ça sur base de quelle disposition? Puisque là, même que ce soit la loi portant les anciens chefs de l'État et des corps, ne l'interdit pas. On interdit seulement des faits infractionnels pendant la période où il était dans l'exercice de ses fonctions. Mais lorsqu'il n'est plus dans l'exercice de ses fonctions, il est poursuivable sur base, au terme de l'article 8 de cette loi. Déjà, c'est ça que nous devons retenir. Et on poursuit même, si vous prenez même l'article 9, en matière de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, c'est-à-dire les crimes contre l'humanité. Ici, on donne la primauté aux juridictions nationales. Alors, cela ne signifie pas que la non-poursuite, non. C'est-à-dire qu'ils sont poursuivables, mais ils ont subi des bémols. Et donc, là, il faut déjà carrément, tout ce que nous suivons, vous devez savoir que l'ancien président de la République Congo, au regard des droits congolais, est poursuivable pour des faits qu'il a commis en dehors de ses fonctions, comme c'est le cas ici. Et donc, le ministre de la Justice congolais n'a pas eu tort de demander des poursuites parce que c'est légal, c'est légal au regard de la loi. Donc, il est poursuivable. Là, c'est un fait. Un autre élément encore, c'est, je vais revenir après, mais s'il s'agit du Premier ministre. Nous avons tous suivi que le Premier ministre, en train de créer, ses avocats créent d'un acharnement parce que justement, ils estiment que le Premier ministre ne peut pas être poursuivi, puisque là, ils estiment que lorsque l'affaire a été portée devant la Cour constitutionnelle et lorsque le président était Kalouba, et cette Cour s'était déclarée incompétente pour juger un ancien Premier ministre. Et que les gens se disent que un arrêt a été déjà pris, on ne peut pas juger un Premier ministre. Non, il s'était déclaré incompétent et donc on avait décidé de renvoyer maintenant un ancien Premier ministre puisque il ne peut pas être poursuivi selon les argumentaires ou soit l'arrêt de la Cour constitutionnelle en ces temps, on devait le renvoyer auprès de son juge naturel en tant qu'ancien Premier ministre au niveau de la Cour de cassation. Et arrivé là-bas encore, et ils ont soulevé encore cette même exception, l'exception d'incompétence du juge de Cour de cassation, c'est-à-dire de juger un ancien Premier ministre. Et ils estiment qu'un Premier ministre qui n'est plus en fonction ne peut pas être jugé au regard de notre droit. Déjà, cet argumentaire, c'est un argumentaire, tout juriste qui pourrait envoyer cet argument-là ne peut pas avoir raison. C'est un argumentaire qui ne peut pas tenir compte.
Comment on peut imaginer qu'un voleur ou un présumé voleur sans juge? C'est pas impossible. C'est-à-dire là, l'on acquise même la Constitution de consacrer l'impunité, qui là, ça sera maintenant en contradiction même avec l'objectif de cette Constitution, comme je l'avais dit précédemment, qui veut que l'on lutte contre l'impunité. Et donc, voyez-vous, c'est un problème. Maintenant, certaines personnes disent que comment est-ce possible, puisque un arrêt de la Cour constitutionnelle s'était déjà déclaré incompétente, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juger deux fois. Or, alors c'est faux. C'est parce que les gens n'arrivent pas à comprendre qu'il faut faire la différence entre un arrêt des compétences et un arrêt d'interprétation. Puisqu'ici, il y a eu des arrêts. Lorsque l'affaire Matat a été amenée au niveau de la Cour de cassation, c'est cette même Cour qui avait saisi la Cour de cassation pour interprétation si un Premier ministre en fonction ne peut pas être jugé. Vous comprenez? Puisque dans le premier arrêt au niveau de la Cour constitutionnelle, c'était que la Cour s'était déclarée incompétente au regard de juger un ancien Premier ministre. Mais lorsque l'affaire a été ramenée au niveau de son juge présumé naturel des anciens ministres, cette exception a été soulevée et la Cour de cassation avait saisi les juges habilités à interpréter la Constitution. Parce qu'on ne peut pas, au regard de cet objectif de la lutte contre l'impunité, on pouvait pas laisser comme ça pour qu'il y ait des gens qui soient impunis, comme par exemple l'ancien Premier ministre, alors qu'il y a eu de l'argent, des détournements, l'argent qui est perdu. C'est pour cette raison-là, on a saisi le juge qui interprète la Constitution, qui est le juge de la Cour constitutionnelle. Et cette fois-là, les juges de la Cour constitutionnelle avaient déclaré, en interprétant cette disposition de l'article que je vais vous lire ici, vous allez m'accorder juste quelques minutes du temps de retrouver cette disposition constitutionnelle. C'est l'article 99 de la Constitution. On va les lire, comme ça on va tous comprendre. Déjà, avant l'entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, les présidents de la République et les membres du gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine familial, énumérer leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations autres. Donc, je vous ai pas les détails, je vais directement pour que vous voyez dans le banc. Faute de cette déclaration, en dehors les 30 jours, la personne concernée est réputée démissionnelle. Là, c'est lorsqu'ils sont en fonction. Maintenant, dans les 30 jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, dans ces cas, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçons d'enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon le cas. Ici, donc, pour faire bref, la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire pour faire bref, déjà ici, ça démontre que lorsqu'un ancien Premier ministre a fait des déclarations frauduleuses, c'est-à-dire qu'il est membre du gouvernement, il est ministre, c'est-à-dire que c'est soit la Cour constitutionnelle si c'est un ministre et la Cour constitutionnelle si c'est un Premier ministre, un ancien Premier ministre, puisqu'ici il s'agit qu'après, 30 jours après la fin de leur mandat, après avoir déclaré après la politique, lorsqu'ils ne sont plus ministres, Premier ministre, donc s'il y a des fautes de grâce, c'est la Cour constitutionnelle pour l'ancien Premier ministre. Dès lors que la Cour, ici on en attribue déjà un juge qui peut juger un ancien Premier ministre lorsqu'il fait des fausses déclarations, comment on peut dire encore que l'ancien Premier ministre ne peut pas être jugé? Et donc, c'était difficile. Cet argumentaire de l'article 99 prouve déjà que l'ancien Premier ministre, on peut le juger sur base de cette disposition constitutionnelle. Et lorsque vous prenez maintenant l'article 164, l'article 164 a été sur lequel on avait saisi la Cour constitutionnelle pour interprétation. La Cour constitutionnelle avait bien interprété que l'incise qui a été ajoutée dans cet article confirme bien la compétence de la Cour à juger l'ancien Premier ministre. Je vais vous le lire, comme ça vous allez comprendre pour faire vite. L'article 164. Que dit cet article? La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage, tout. Elle est également compétente pour juger les co-auteurs et complices. Là, on vous épargne les détails.
au Parlement, atteinte à, voilà, je vais les lire calmement. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initiés et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Ici, la Cour a interprété lorsqu'on dit à l'occasion de l'exercice des fonctions, c'est-à-dire qu'au moment où il exerçait ses fonctions, c'est-à-dire que lorsqu'il n'était plus Premier ministre. Là, il s'agit ici déjà de l'interprétation de la Cour. Puisque la Cour a interprété, a déjà attribué un juge à l'ancien Premier ministre, il n'y a plus de débat. Et donc, les argumentaires de Matata Ponyo comme quoi que, il était, il n'a pas de juge, déjà c'est immoral le fait de dire ça. Et deuxièmement, la Cour a tranché. Et donc, il est poursuivable devant la Cour constitutionnelle, donc il ne peut pas nous dire quoi que ce soit qui n'est pas poursuivable. Il est poursuivable. Déjà, il devrait d'abord être lui-même honnête de dire comment je peux pas avoir un juge. Donc, un juge, avoir un juge, c'est un droit. On peut pas lui attribuer, on ne peut pas ne pas lui attribuer un juge. Il doit avoir un juge. Voilà, ça c'est pourquoi pour clôturer cette affaire-ci, il y a eu en réalité des arrêts au niveau de la Cour constitutionnelle sur ces dossiers Matata Ponyo. L'arrêt Kalouba qui s'était déclaré incompétente pour juger un ancien Premier ministre, mais aussi l'arrêt Kamoleta sur base pour l'interprétation de l'article 164, comme je viens de le dire, que lorsqu'on dit à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, signifie qu'au moment où il était Premier ministre. Et donc, c'est ça l'interprétation pour attribuer un juge à l'ancien Premier ministre. Et cela va être en conformité avec l'objectif même principal de notre constitution qui est de lutter contre l'impunité. Ça ne fait pas débat. Ça ne pouvait pas faire autrement. Et en plus de cela, un autre problème pour revenir au niveau du président de la République, vous imaginez que cette contradiction, que je laisse le juriste aussi analyser. Si vous prenez la Constitution de la République, la Constitution de la République, lorsqu'il parle il parle du président de la République en fonction, on dit que le président de la République en fonction peut être jugé devant son juge naturel, c'est la Cour constitutionnelle pour des infractions de haute trahison ou tout ça qu'on a cité dans la loi. Mais, dans la Constitution. Mais la loi qui protège les anciens premiers ministres contredit cette disposition tout en enlevant, en disant qu'un ancien un ancien président de la République a joui des immunités pour des faits infractionnels qu'il aurait commis pendant qu'il était à l'exercice de ses fonctions. Cela veut dire quoi en clair? C'est-à-dire qu'un président de la République qui est en fonction peut être poursuivi, mais un ancien Premier ministre et un ancien président de la République ne peut pas être poursuivi. Vous imaginez, est-ce qu'il y a des logiques dans tout ça là? Ça pour dire que nous avons des textes qui ont été faits uniquement dans le vrac, dans le vaïk pour faire plaisir à certaines personnes sans pour autant qu'il y ait des études approfondies. Donc, il y a eu quand même, il y a des contradictions sur base de cet article-là. Et donc, dans ces cas-là, ça prouve à suffisance qu'en réalité, il y a eu des erreurs d'analyse, il y a eu beaucoup de fautes qu'on ne peut pas même imaginer. Donc, bref, pour faire clair pour ces deux cas, l'ancien président de la République peut être poursuivi sur base des dispositions que je vous ai données. Déjà, sur base même de la Constitution de la République, article 164, même sur base aussi de la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République et des corps, sur base de son article 7 et 8, qui différencie exactement quels sont les faits infractionnels sur lesquels il bénéficie des immunités, et notamment ce sont des faits infractionnels qu'il aurait commis quand il était en fonction. Mais l'article 8 confirme que lorsqu'il n'est plus en fonction, les faits infractionnels qu'il aurait commis, c'est poursuivable tout en suivant une procédure. Là, vous pouvez lire dans des dispositions. Alors, si on peut passer pour revenir maintenant, c'est que je disais que l'M23 était démasqué au niveau des Doha. Les M23 qui se disent que non, ils ne sont pas avec Kabila, ou Kabila ne dit pas qu'ils sont avec eux, mais ils viennent d'ajouter un élément dans les revendiquants disant que non, les poursuites annoncées, lancées contre l'ancien président de la République ne favorisent pas cette climat de négociation entre nous, M23, et le gouvernement congolais. Quel est le lien entre les poursuites qu'un État souverain peut décider de poursuivre un individu, un citoyen qu'on estime qu'il est hors la loi, avec des négociations entre un couple terroriste rebelle qu'on veut leur accorder une certaine ouverture afin de négocier? Il n'y a pas de lien. Donc, ça confirme exactement qu'il y a exactement une complicité entre
l'FCM 23 avec l'ancien président de la République. Voyez-vous, dans ce genre de situation, on peut tout de suite comprendre que lorsque le président de la République, l'homme le mieux informé, disait qu'il y a son prédécesseur et le fournisseur DFC et en complicité avec l'M23, on ne pourrait pas douter, les faits commencent à confirmer. Et lorsqu'on suit aussi notre premier ministre de l'Intérieur, il confirme qu'ils ont tellement beaucoup de faits qui attestent cela, et donc il n'y a même pas de débat. Donc nous devons faire foi à nos autorités. Ils peuvent pas venir exposer des faits infractionnels qu'ils ont, des éléments de preuve qu'ils ont sur des faits infractionnels qu'aurait commis l'ancien président de la République à la place publique. La justice va faire son travail et puis on va voir. Et donc, on confirme que le président de la République, l'ancien président de la République est poursuivable sur base des articles de la loi même qui organise les statuts des anciens premiers ministres, mais aussi des anciens présidents de la République, mais aussi sur base de la Constitution de la République. L'ancien Premier ministre aussi est poursuivable sur base des dispositions de la Constitution. Et donc, il ne fait aucun débat. Je pense que ce sont des faits qu'on a voulu partager avec vous aujourd'hui. Et voilà, très chers internautes, nous sommes très heureux de partager avec vous notre petite connaissance que nous avons dans ces domaines, mais aussi des informations à notre disposition sur base des dispositions constitutionnelles et légales qu'on avance. Nous ne sommes pas en train d'inventer la roue, mais de lire la Constitution et sur base des principes de droit que nous maîtrisons. C'est pour cette raison-là que nous les exposons, nous partageons avec vous pour que nous puissions comprendre exactement qu'est-ce qui se passe, ne pas se laisser flouer par des gens de mauvais goût qui viennent interpréter ou dire des choses alors qu'ils savent que ce ne sont pas des vérités, surtout des vérités juridiques. Donc, je suis très heureux de savoir que vous êtes nommé en train de nous suivre. S'il vous plaît, cliquez sur des j'aime pour nous aider à améliorer nos algorithmes. Ça va nous aider. Si c'est pour la première fois, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Ça nous fera énormément plaisir. Quant à moi, je me présente, je suis Guilhem Ikobikwite, juriste de formation en droit public et chercheur en droit public aussi. Je suis expert en politique publique et en stratégie de développement. Je suis diplômé en ressources humaines, mais aussi négociateur avéré, donc avec de l'expérience. Et donc, je vais vous dire pour clore, merci beaucoup pour votre fidélité, mais aussi volonté de vouloir nous suivre, de nous aider. Cliquez sur les j'aime, s'il vous plaît. Ça nous fera énormément plaisir parce que ça va nous aider de continuer à interagir avec vous. Quant à moi, je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde et que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la prochaine.